plaisantez pas. La sorcière. Des zombies effrayants. Quels sont les animaux associés à Halloween? Ils sont le plus souvent noirs et vivent la nuit. Les animaux dont les représentations ornent les maisons au moment d'Halloween rappellent le monde des ténèbres. Découvrez les mythes et légendes autour des plus célèbres d'entre eux. Célébré le 31 octobre. Halloween est à l'origine une fête religieuse celtique. Cette dernière était appelée fête de Samin, nom du dieu de la mort. Elle devait permettre aux défunts de vivre quelques heures parmi les vivants. Une fête liée aux ténèbres, donc. Cette date est l'occasion pour petits et grands de se déguiser et de décorer jardins et maisons. Les symboles d'Halloween sont le plus souvent noirs et vivent la nuit. Histoire de rappeler l'esprit des morts. Le chat noir. Le chat noir est très souvent associé aux sorcières et à Halloween. En effet, ce félin au pelage ébène est au centre de beaucoup de mythes et de croyances à travers le monde. De l'Égypte ancienne au Moyen Âge, le chat noir a longtemps inspiré la crainte et la superstition. Considéré comme l'incarnation du mal et de la sorcellerie par l'Église catholique, il a longtemps été chassé et persécuté. Incarnation du diable pour certains, le chat noir est également vu comme un porte-bonheur par d'autres. En Écosse et en Angleterre, on a longtemps considéré qu'avoir un chat noir au sein de son foyer amènera un bon fiancé à la jeune fille de la maison. En France et en Écosse à la période celte, les chats noirs étaient vus comme des porte-bonheurs. Aujourd'hui, ce félin comme les autres est célébré à travers le monde le 17 août. La chauve-souris. Elle vit dans des grottes, des lieux abandonnés où peut visiter et sort la nuit pour chasser. Ce petit carnivore au mode de vie nocturne est depuis longtemps associé au mystère et au surnaturel. Plusieurs légendes leur prêtent le pouvoir de se transformer en vampire, en être surnaturel, en être démoniaque ou buveur de sang. L'une des hypothèses qui lie la chauve-souris à Halloween remonte aux Celtes. Lorsqu'ils célébraient la fin des récoltes le 31 octobre, ils allumaient de grands feux pour tenir les mauvais esprits éloignés. Ces feux attiraient inévitablement les insectes et de fait, les chauves-souris venaient les chasser. Aujourd'hui, la chauve-souris est reconnue comme jouant un rôle très important dans l'équilibre écologique. L'araignée. L'araignée est un insecte très impopulaire, certains d'entre nous en ont même des phobies, on les appelle les arachnophobes. C'est sa toile qui lui vaut d'être un symbole d'Halloween. En effet, celle-ci évoque souvent un lieu abandonné et dépourvu de vie. Pourtant, voir une araignée porterait bonheur. Elle pourrait même annoncer la météo. Araignée du matin, chagrin. Araignée du midi, profit. Araignée du soir, espoir. Ce proverbe né au XVIIe siècle annonce que si l'on voit une araignée le matin, cela signifie que la rosée ne l'a pas dérangée, donc qu'il risque de pleuvoir. Si on la voit tisser sa toile à midi, c'est qu'un orage s'annonce. Enfin, si on l'aperçoit en soirée, c'est que le temps est calme et que le beau temps persistera. Mais d'autres superstitions sont liées à cet insecte. Selon une croyance provenant de la Slovaquie, il ne faut pas tuer une araignée car cela porte malheur. Le hibou. Comme sa cousine la chouette, le hibou a longtemps été considéré comme un oiseau de mauvais augure. Chez les Égyptiens, il était perçu comme symbole de la nuit et de la mort. D'après plusieurs croyances populaires, son ululement signifierait qu'un malheur va s'abattre, surtout si on l'entend en pleine journée. Ses grands yeux ronds, son mode de vie nocturne et sa capacité à tourner la tête sur 270 degrés font de lui un rapace craint des hommes et lié à de nombreuses superstitions.
Pourtant, ce prédateur naturel est depuis longtemps l'allié des agriculteurs en luttant contre les animaux qui ravagent les cultures. Très répandu en France, le hibou est une espèce protégée. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Je rentrais de gala avec mes musiciens, quand une grosse bête apparut sous la pluie, faisant de l'autostop comme un vulgaire humain. Je lui ai dit monter, il m'a répondu: je suis le loup-garou, et toi qui donc es-tu? Je suis chanteur comique, je fais dans la musique, je chante pour les bambinos, des petits refrains rigolos, mais le loup-garou m'a dit: t'as rien compris, t'es plus dans le cours. Dans le Languedoc, à Tombouctou, de l'Orénoque, n'importe où, les gens se toquent pour le bougalou. Si vous me prêtez votre instrument, je vais vous jouer un truc fumant. C'est plus qu'un tube, c'est un monument. Les oiseaux s'arrêtent de gazouiller, les ruisseaux s'arrêtent de gargouiller, les martiens quittent leur soucoupe et les pépés mangent leur soupe. Quand le loup-garou joue le boogie-woogie-boogaloo. J'ai deviné en lui une bête de scène, alors je l'ai pris en vedette américaine, et je l'ai présenté à Lux au Carpentier, à Daniela Drucker, enfin au monde entier. Bientôt il fit rager ses petits camarades, en grimpant comme un fou en haut des hit parades. Et la grosse bébête est devenue vedette. Les petits enfants tous les soirs attendent à présent dans le noir, devant la télé, le loup-garou qui chante décontracté. Dans le Languedoc, à Tombouctou, dans l'Orénoque, n'importe où, les gens se toquent pour le loup-garou. Je suis resté simple et très sympa, ça fait plaisir à mon papa qui voulait pas que je fasse ce métier-là. Les oiseaux s'arrêtent de gazouiller, les ruisseaux s'arrêtent de gargouiller, les martiens quittent leur soucoupe et les bébés mangent leur soupe. Quand le loup-garou joue le boogie-woogie-boogaloo. Hey! Louis-tu, louis-tu? Je suis là, je suis là. Que fais-tu, que fais-tu? Bougalou, bougalou. M'entends-tu, m'entends-tu? Oui mon gars, oui mon gars. Loup-garou, bougalou, ça me rend fou. Le bougalou, du loup-garou, il me rend fou. Ça me rend fou, le bougalou du loup-garou complètement fou. Ah, Loup-garou. Le loup-garou est un animal mythologique. Il fait l'objet de nombreuses histoires. Tous sont des bêtes assoiffées de sang qui ne peuvent pas contrôler leur soif de tuer. 1. Qu'est-ce qu'un loup-garou? Le mot « loup-garou » se traduit littéralement par « homme-loup ». Dans le folklore européen, c'est un animal mythologique qui est le sujet de nombreuses histoires dans le monde entier. D'après certaines légendes, c'est un homme maudit ou charmé qui se transforme en loup vicieux et puissant la nuit. Assoiffé de sang, il dévore les animaux, les gens ou les cadavres, mais reprend forme humaine le jour. Cette transformation peut se produire de plusieurs façons. Certains loups-garous changent de forme à volonté. D'autres, chez qui la condition est héréditaire ou acquise par la morsure d'un loup-garou, changent de forme involontairement, sous l'influence de la pleine lune. S'il est blessé sous la forme d'un loup, les blessures se manifesteront sous sa forme humaine et pourront conduire à sa détection. La croyance dans les loups-garous se retrouve dans le monde entier.
2. Les caractéristiques du loup-garou. Voici les caractéristiques que la croyance populaire attribuait à un loup-garou: de petites oreilles pointues, des dents saillantes, des sourcils touffus qui avaient poussé ensemble au-dessus du nez, des paumes poilues, de longs doigts aux ongles recourbés ou une tache poilue sur le dos, ainsi qu'une force physique énorme, des yeux rouges et de longues griffes. 3. Qui a inventé la légende du loup-garou? On ne sait pas exactement quand et où la légende du loup-garou a pris naissance. Certains spécialistes pensent que le loup-garou a fait ses débuts dans l'épopée de Gilgamesh, la plus ancienne prose occidentale connue, lorsque Gilgamesh a abandonné un amant potentiel parce qu'elle avait transformé son ancien compagnon en loup. Les loups-garous ont fait une autre apparition précoce dans la mythologie grecque avec la légende de Lycaon. Selon la légende, Lycaon, le fils de Pelagus, a mis le dieu Zeus en colère lorsqu'il lui a servi un repas fait à partir des restes d'un garçon sacrifié. En guise de punition, le Zeus enragé transforma Lycaon et ses fils en loups. Les loups-garous ont également fait leur apparition dans le folklore nordique primitif. La saga des Volsung raconte l'histoire d'un père et de son fils qui découvrirent des peaux de loup qui avaient le pouvoir de transformer les gens en loups pendant 10 jours. Le duo père-fils a revêtu les peaux, s'est transformé en loups et a commis un massacre dans la forêt. Leur carnage a pris fin lorsque le père a attaqué son fils, lui infligeant une blessure mortelle. Le fils n'a survécu que parce qu'un gentil corbeau a donné au père une feuille au pouvoir curatif. Beaucoup de soi-disant loups-garous étaient en fait des tueurs en série. En 1521, les Français Pierre Burgot et Michel Verdun auraient prêté allégeance au diable et auraient prétendu avoir un oncle qui les transformait en loups. Après avoir avoué le meurtre brutal de plusieurs enfants, ils ont tous deux été brûlés sur le bûcher. On pensait que le brûlage était l'une des rares façons de tuer un loup-garou. Gilles Garnier, connu sous le nom de « loup-garou de Dole », était un autre Français du XVIe siècle dont la renommée était aussi une pommade aux capacités de transformation des loups. Selon la légende, en tant que loup, il tuait vicieusement les enfants et les mangeait. Lui aussi a été brûlé sur le bûcher pour ses crimes monstrueux. La question de savoir si Burgot, Verdun ou Garnier étaient des malades mentaux, agissaient sous l'influence d'une substance hallucinogène ou étaient simplement des tueurs de sang-froid est à débattre. Il est probable que cela n'avait pas d'importance pour les Européens superstitieux du XVIe siècle. Pour eux, des crimes aussi odieux ne pouvaient être commis que par une bête horrible telle que le loup-garou. 4. Est-ce que les loups-garous existent vraiment ? Ces histoires de loups-garous sont généralement mythologiques. Il n'existe aucune preuve évidente de l'existence des loups-garous. Les scientifiques affirment que toute situation, tout incident ou tout phénomène que les humains ne comprennent pas ou n'expliquent pas, ils en font une légende. Ce qui est le cas pour la légende des loups-garous. Cependant, le phénomène des loups-garous peut avoir une explication médicale. La lycanthropie, une maladie psychologique rare qui fait croire aux gens qu'ils se transforment en loup ou en un autre animal. Il s'agit d'une maladie principalement associée à la santé neurologique. Dans cette condition, le patient commence à croire qu'il a la capacité de se transformer en un animal. Les patients ont cette illusion qu'ils peuvent ou ont au moins une fois été transformés en un animal non humain. Le docteur Jean Blum, de l'Université de Groningue, a fait la plupart des recherches sur cette théorie. Il affirme que pendant une centaine d'années, la lycanthropie clinique a été expliquée de manière métaphysique. Aujourd'hui, la science moderne a conclu de façon catégorique qu'il s'agit d'une maladie du cerveau. L'hypertrichose, une maladie génétique rare provoquant une croissance excessive des cheveux. L'hypertrichose congénitale est parfois appelée le syndrome du loup-garou. Les scientifiques sont d'avis que ceux qui souffrent d'hypertrichose sont considérés comme des loups-garous. La raison en est que dans l'hypertrichose, des poils épais commencent à pousser sur tout le corps, y compris sur le visage. 5. Comment devenir un loup-garou ? Ce que beaucoup de gens considèrent aujourd'hui comme un « loup-garou » est en fait un « métamorphe ». Certains métamorphes se transforment exclusivement en loups de forme humaine, mais ce ne sont pas de véritables loups-garous.
Ces loups métamorphes sont connus sous le nom de « loups-garous » à cause de la série de livres Twilight. Si c'est ce genre de créature que tu veux devenir, nous craignons que tu n'aies pas de chance. La plupart des métamorphes, y compris les loups, sont nés ainsi génétiquement. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas, et la plupart d'entre nous ne l'ont pas. Une morsure d'un métamorphe ne fera pas de toi un métamorphe, ce sera juste une morsure. Mais selon la légende, la malédiction du loup-garou peut être transmise de père en fils et ceux qui sont mordus par le loup-garou changeront aussi quelque temps plus tard. 6. Comment se protéger d'un loup-garou? Tout le monde sait que l'argent est la seule chose qui puisse tuer un loup-garou, les balles et les armes ordinaires ne peuvent pas le blesser. Il faut donc s'entourer d'argent. Tout ce dont vous avez besoin est d'un costume qui vous donne une fine ligne de défense contre un loup-garou. Selon la légende, il n'y a qu'une seule façon d'arrêter le loup-garou, une balle d'argent dans le cœur. 7. Histoires les plus célèbres sur les loups-garous, mythes. A. Peter Stube. Peter Stube, l'éleveur de loups-garous de Würzburg, 1589. Selon Peter Stube, un agriculteur de Rhénanie, vivait juste à l'extérieur de la ville de Würzburg à une époque où il y avait beaucoup de bouleversements politiques et religieux. La partie de l'Allemagne où vivait Stube avait été dévastée pendant la guerre de Cologne entre catholiques et protestants. Aujourd'hui, des citoyens de la ville ont été tués et des rumeurs ont commencé à circuler à propos d'une créature ressemblant à un loup qui rôdait dans les environs, tuant à la fois les gens et le bétail. Il était décrit comme « fort et puissant, avec des yeux gros et grands, qui dans la nuit brillaient comme des marques de feu, une bouche grande et large, avec des dents très pointues et cruelles, un corps énorme et des pattes puissantes. » Les gens vivaient dans une peur croissante de la créature. Voyageant en groupe lourdement armés lorsqu'ils devaient se rendre d'une ville à l'autre. Chaque nouvelle victime découverte ne faisait qu'accroître cette peur. Pendant plusieurs années, des tentatives ont été faites pour capturer et tuer le monstre. Sans succès jusqu'en 1589. Un groupe d'hommes a réussi à suivre la créature et à l'encercler avec leurs chiens. Lorsque les chasseurs se sont rapprochés, ils n'ont pas trouvé un loup, mais Stube. Il n'est pas clair si les villageois ont réellement vu Stube se transformer, ou s'il était juste au mauvais endroit au mauvais moment. Stube a été torturé et a avoué avoir tué un homme, 2 femmes enceintes et 13 enfants. Selon un pamphlet diffusé à Londres l'année suivante, il a également dit à ses ravisseurs qu'il avait fait un pacte avec le diable à l'âge de 12 ans. Échangeant son âme contre divers plaisirs terrestres. Stube estimait que cela ne constituait pas une motivation suffisante en soi, aussi Satan lui donna-t-il une ceinture qui lui permit de se transformer en loup. Il l'a utilisée pour commettre un certain nombre d'atrocités, dont l'inceste, le meurtre et le cannibalisme. Il a été exécuté le 31 octobre 1589, de façon horrible et macabre. Stube a été attaché à une roue pendant qu'on lui arrachait la chair avec des tenailles chauffées. Tous ses membres ont été cassés, il a été décapité et, pour finir, son corps a été brûlé. Sa maîtresse et sa fille ont également été accusées d'inceste et ont été brûlées vives. La tête de Stube fut montée sur le corps d'un loup et placée en public pour avertir d'autres personnes qui pourraient envisager la lycanthropie. V. Gilles Garnier, 1573, le loup-garou de Dole. Gilles Garnier vivait en dehors de la ville française de Dole et était essentiellement un ermite. Quelque temps après le début de la résidence de Garnier, les enfants de la ville ont commencé à disparaître ou à réapparaître morts, mutilés et disséqués. Les autorités locales ont conclu qu'il devait s'agir de l'œuvre d'un loup-garou. Ils ont encouragé les citoyens à être à l'affût du loup et à le chasser. C'est ce que faisaient des hommes des environs de Dole lorsqu'ils ont repéré ce qui semblait être un loup-garou se dressant sur le corps d'un enfant. Lorsqu'ils se sont approchés suffisamment près, ils ont vu que ce n'était pas un loup, mais l'ermite Garnier. Probablement après avoir été torturé, il a avoué lors de son procès, disant qu'il avait reçu la visite d'un fantôme ou d'un démon qui lui avait donné un nom qui le transformerait en loup. Il a avoué avoir tué et mangé plusieurs enfants qui s'étaient aventurés dans les bois.
Il a ainsi dit qu'il avait partagé la viande avec sa femme. Garnier a été reconnu coupable de sorcellerie et de lycanthropie et a été brûlé sur le bûcher. C. Jacques Roulet, 1598, le loup-garou de la ville d'Angers. Selon Mental Floss, les informations connues sur Jacques Roulet proviennent d'un récit de Sabine Baring-Gould datant de 1865. En 1598, des hommes seraient tombés sur le corps mutilé d'un garçon dans les bois. 2 loups ont été aperçus en train de déchirer le corps, mais ils se sont envolés à l'approche des hommes. Les hommes ont poursuivi les loups, en suivant leurs traces sanglantes jusqu'à ce qu'ils les perdent. Au même moment, les hommes ont vu Roulet, sanglant et à moitié nu, accroupi dans les bois voisins. Roulet fut capturé et arrêté. Il a avoué le meurtre et a dit qu'il avait une pommade qu'il a transformée en loup. Il a ajouté que le garçon n'était pas son premier crime de ce genre et qu'il en avait tué et mangé d'autres. Les aveux de Roulet étaient inhabituels, dans la mesure où il n'y a aucune preuve qu'il les ait faits sous la torture. Il n'a pas prétendu être un sorcier ou avoir conclu un pacte avec le diable. Il a été reconnu coupable de meurtre, de cannibalisme et de lycanthropie, et a été condamné à mort. Cependant il fait appel de sa condamnation et a été jugé faible d'esprit. Jacques Roulet a été condamné à suivre une éducation religieuse pendant 2 ans et a été envoyé dans un asile. D. Les loups-garous de Poligny, 1521. L'histoire commence par un voyageur de passage dans la ville française de Poligny qui a été attaqué par un loup. Le voyageur a combattu la bête, l'a blessée et l'a fait fuir. L'homme a suivi la trace de sang laissée par la bête blessée, et cela l'a conduit à la porte d'une maison dans laquelle une femme liait le bras blessé de son mari. Le voyageur était méfiant et il a rapporté tout l'incident aux autorités qui ont capturé l'homme et l'ont torturé. Michel Verdun a avoué qu'il était un métamorphe. Il a également avoué un meurtre, du cannibalisme et un trafic avec le diable. Enfin, il a nommé 2 autres hommes qui étaient également des métamorphes, Pierre Bourgault et Philibert Monteau. Les 2 hommes nommés ont été interrogés et Bourgault a également avoué être un métamorphe et avoir commis d'autres crimes assez odieux. Mental Floss développe les aveux de Bourgault, en disant que celui-ci a raconté avoir passé un accord avec 3 mystérieux étrangers pour protéger ses moutons. Bourgault prétend qu'on ne lui a dit que plus tard que le marché comprenait le renoncement à Dieu, qu'il a reçu de Verdun la pommade qui lui a permis de se transformer, et que les 2 hommes ont tué ensemble au moins 2 enfants. On ne sait pas avec certitude si Monteau a également avoué, mais on sait qu'il a été exécuté avec 2 autres hommes. Le loup d'Ansbach, 1685. En 1685, Ansbach, en Allemagne, faisait partie du Saint-Empire romain. Le district a été confronté à un véritable loup qui tuait et mangeait son bétail. Et a finalement fait le pas de tuer des gens. Les citoyens terrifiés étaient certains que non seulement le coupable était un loup-garou, mais que le loup était en réalité l'ancien maire de la ville. Revenu d'entre les morts, sous la forme d'un loup. Un groupe de chasseurs s'est lancé à la poursuite du loup avec plusieurs chiens. Ils ont conduit le loup dans un puits où il a été tué. Les citoyens, croyant toujours fermement que l'animal était un loup-garou, ont coupé le nez du loup, lui ont mis le masque d'un visage humain, l'ont habillé en vêtements d'homme et l'ont suspendu à un poteau, probablement pour avertir les autres loups-garous qui pourraient considérer cette zone comme un bon terrain de chasse. 8. Le loup-garou dans les films. On peut retrouver le loup-garou à plusieurs moments dans de nombreux films comme Le loup-garou de Londres. Un film américano-britannique réalisé par John Landis, sorti en 1981. Dog Soldiers, un film britannico-américano-luxembourgeois réalisé par Neil Marshall, sorti en 2002. Ginger Snaps, un film canadien réalisé par John Fawcett, sorti en 2000. Underworld est une série de films lancée par le réalisateur Len Wiseman en 2003. Wolf Cop, un film canadien écrit et réalisé par Lowell Dean est sorti le 6 juin 2014 au Canada.
Hurlement, un film d'horreur américain réalisé par Joe Dante, sorti en 1981. Wolf, un film fantastique américain réalisé par Mike Nichol, sorti en 1994. Silver Bullet, un film d'horreur américain réalisé par Daniel Etiers, sorti en 1985. Cursed, un film américain réalisé par Roy Cravan, sorti en 2005. Wolfman, un film d'horreur américain réalisé par Joe Johnston, sorti en 2010. 9. Le loup-garou dans les jeux vidéo. Tu as peut-être joué à certains d'entre eux. Wolf Team. Date de sortie initiale, 1er septembre 2007. Werewolf, de Apocalypse Earthblood. Date de sortie initiale, 2020. Vampire, de Masquerade Bloodlines. Date de sortie initiale, 16 novembre 2004. Werewolves Within. Date de sortie initiale, 6 décembre 2016. Vampire. Date de sortie initiale, 5 juin 2018. The Elder Scrolls 3, Morrowind. Date de sortie initiale, 2002. The Elder Scrolls V, Skyrim. Date de sortie initiale, 11 novembre 2011. 10. Le loup-garou dans les jeux de société. Ce jeu de société est très connu et très apprécié. Les loups-garous de Tierce-Lieu, c'est un jeu de société d'ambiance dans lequel chaque joueur incarne un villageois ou un loup-garou. 11. Le loup-garou dans les livres. Nous te conseillons de les lire. Le dernier loup-garou. Du sang qui gicle, du sexe très cru, des tueries avec un loup-garou porté sur la métaphysique. Décidément pas un conte pour enfants. Notre-Dame des loups. Le monstre à visage humain traqué par des chasseurs dans un cadre Far West. Très original. Kitty Norville, tome 1. Kitty et les ondes de minuit. De la Weekly où les loups-garous ne débordent pas de testostérone, vu que c'est elle, Kitty, le loup dominant. Le protectorat de l'ombrelle, tome 1. Sans âme. Loups-garous dans un genre steampunk, à l'ère victorienne. Bon, ils ne sont pas les seules créatures fantastiques de l'histoire mais bon, on adore l'humour de la série. Merci Thompson, tome 1, L'appel de la lune, le personnage principal n'est pas un loup-garou, mais vit entouré de ses mâles dégoulinants de testostérone. La Weekly dans toute sa splendeur. Le chaperon rouge. Une autre réécriture du conte avec une atmosphère très conte de fées sombres, un village à l'orée d'une forêt dense, un sacrifice annuel fait à la bête, un secret. Un conte pour adolescents. Remlac, tome 1, pour le moment, 2 tomes en français. Loup-garou et tueur en série dans une petite ville du fin fond des États-Unis. Dans cette série, la lycanthropie est une maladie crainte et méprisée et les loups-garous sont traqués pour être surveillés ou parqués. Littérature jeunesse. Alors, attendez, moi j'ai entendu à la radio ce matin, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Il faut quand même savoir qu'il y a un gars qui s'est sûrement cassé le cul pendant des mois et des mois, avec du matériel et tout, pour arriver à la conclusion suivante, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Alors moi je suis pas curieux, mais j'aurais bien quand même savoir comment il a fait le gars pour déterminer qu'on avait tous, en moyenne, une chance sur 10 millions de se faire mordre. Ben oui, monsieur, bon, admettons que le gars soit très copain avec une bande de chauves-souris enragées, il les connaît depuis longtemps, ils les a déjà dépannées quand elles étaient dans la merde et tout, mais vu, elles lui doivent tout, elles lui cachent rien, ils ont un degré d'intimité ensemble, mais bon, moi je dis que c'est un peu facile de foutre les jetons à tout le monde, avec finalement la seule chance qu'on a de se faire mordre, en occultant volontairement, excusez-moi du peu, les 9
999 999 autres chances qu'on a de ne pas se faire mordre. Hein. Donc, de ne pas mourir dans d'atroces souffrances. Ben oui, parce que moi, je vois, j'habite dans le 10e. Hein. Bon, déjà, le 10e, c'est un quartier, question chauve-souris, qui est assez tranquille. Faut connaître. Si, c'est tranquille. En plus, j'habite au 5e sans ascenseur. Je vais dire, j'ai un code à la porte en bas et un interphone. Alors, la chauve-souris... Bon, mais admettons, arrive une chauve-souris enragée. Elle est là, elle est enragée, elle est là. Hop, elle se met à trifouiller mon code. Elle est là, elle trifouille, elle cherche. Si, monsieur, quand ils sont enragés, elle cherche quand même, hein. Elle est là, elle cherche. Bon, elle tombe sur mon code. Faut encore qu'elle imite la voix d'un gars que je connais. Sinon, j'ouvre pas, moi. Bon, j'étais un peu bourré la veille, j'ai pas bien dormi, c'est pas ça la question. J'ouvre. Faut qu'elle pousse la porte. C'est grand comme ça, une chauve-souris. Bon, mais admettons, elle pousse la porte. Mais vous allez quand même pas me dire qu'elle va monter les 5 étages à pied, comme ça se faire repérer par quelqu'un, non? Ah, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. De toute façon, j'ai fait mettre un judas, moi, à ma porte, alors. Bon, elle arrive sur le palier. Qu'est-ce qui prouve qu'elle va frapper à ma porte? Il y a 4 appartements sur le palier. Bah, elle frappe à ma porte. Bah, j'ai pas le pot, hein, jusqu'à maintenant, hein. Parce que là, manifestement, c'est moi qu'elle veut mordre, hein. Là, ça y est, elle m'a choisi dans l'immeuble, elle veut plus mordre personne d'autre, c'est moi. Bon, mais je vais jusqu'au bout. J'ouvre. Qu'est-ce qui prouve qu'elle va me sauter tout de suite à la gorge pour me mordre? Dis donc, elle est pas un petit peu fatiguée, cette chauve-souris, depuis tout ce qu'elle a fait tout à l'heure? Elle a petite soif? Bon, ben moi, je l'installe dans la banquette. Hein. Je fais mine d'aller lui chercher un verre d'eau dans la cuisine. Qu'est-ce qui m'empêche de revenir avec un fusil? Ben alors, parce qu'elle se méfie pas, c'est quand même qu'une bête, hein. Alors, j'y tire dessus, même si je la loupe, ben elle a peur, et puis elle s'envole par la fenêtre. Alors que je pense à l'autre con, là, qui fout les jetons à tout le monde avec ses chauves-souris. En plus, il est dangereux, ce mec-là, hein. Imagine, j'ai un copain qui vient chez moi déguisé en chauve-souris pour me faire rigoler. Eh ben, j'y tire dessus, parfaitement. J'ai un copain qui vient chez moi déguisé en chauve-souris pour me faire rigoler. Alors, qu'il arrête, hein, l'autre, là, avec ses chauves-souris. J'ai peur des chauves-souris. Vous venez d'écouter le spécial Halloween. Présenté par... La sorcière. Des zombies effrayants.